L'app Linear fut à l'origine d'une vraie tendance dans les logiciels de productivité. Pour autant, leurs méthodes de design sont peu conventionnelles. Le CEO Kari Saarinen a récemment partagé leurs principes de design dans un tweet qu'on va décortiquer tout de suite. Rejoignez le Slack TCT, partenaire de la saison 7 de Parlons Design. C'est la référence des product designers en France, une communauté bienveillante entre passionnés. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parlons Design pour ce second épisode de la saison 7. Aujourd'hui on va parler de Linear. Linear, c'est une application concurrente à Jira, donc c'est de la gestion de ticketing et de roadmap. C'est un logiciel qui est sorti, il y a quelques années et qui a directement lancé deux grandes tendances qui ont vraiment énormément affecté le monde des startups, notamment dans le cadre de la productivité, sur deux points. Déjà, le style linéaire qu'on a un peu retrouvé sur toutes les landing pages, un peu dark mode minimaliste avec des micro-interactions un peu stylées, des petits effets de lumière, des choses comme ça. C'est vraiment, en tout cas, c'est linéaire qui a incarné ce style-là, et c'est après que ça ait fait un petit peu le buzz qu'on a vu des landing pages dans ce style apparaître partout. Donc voilà, ils ont déjà un style, mais aussi ils ont vachement poussé une trend qui a explosé vraiment ces dernières années avec des outils comme Cron, des choses comme ça. Tout ce qui est outils de productivité, un petit peu élégant, un petit peu professionnel, avec une navigation clavier très poussée. Voilà, ces outils de productivité un petit peu geek, mais en même temps designés de manière, vraiment dans les détails, dans les micro-interactions, dans les petits gains de temps stratégiques. Et donc voilà, Linear incarne quand même cette tendance dans le monde des startups depuis de nombreuses années. Et donc c'est un acteur qui concrètement a impacté le product design moderne de manière non négligeable. Et en plus de ça, récemment, là il y a quelques semaines, à l'heure où j'enregistre ce podcast, il y a leur CEO qui est aussi designer, qui a partagé tout simplement leurs 6 principes de design principaux, et ils sont assez intrigants, donc je me suis dit que ça valait le coup. C'est typiquement ce que je veux pousser plus loin avec Parlons Design, avec cette 7e saison. C'est vraiment qu'on discute de grandes idées, de concepts de design. Aujourd'hui on va être un peu large sur vraiment comment on design, quelles sont notre méthode, quels sont nos process, mais on parlera aussi bien sûr de sujets beaucoup plus précis, de composants, de patterns, de choses comme ça. Enfin, aujourd'hui, on va parler de ces 6 principes, je vais vous partager mon avis, et bien évidemment, vous le savez, l'idée de Parlons Design, c'est de stimuler vos idées. Peut-être que vous serez pas du tout d'accord, et je serais ravi qu'on en discute, ou au moins que ça vous ait lancé la réflexion. Donc, on ne va pas tarder plus que ça, avec les 6 principes. Alors, le premier principe, et vraiment, on n'a pas l'habitude de l'entendre, ça préfigure la suite, et le fait que le process de Linear est vraiment unique. Premier principe, c'est on screenshot l'app et on design au-dessus. Alors, c'est une méthode un petit peu pour le coup startup à fond. C'est vraiment, on va pas s'embêter à aller retrouver les bons fichiers sources de l'application, on va pas s'embêter à recréer l'interface. Non, on veut travailler sur une feature qui commence à tel endroit, on va screenshot l'application et on va rajouter notre feature par-dessus, un petit peu à la rapide, un petit peu à la efficace. Alors, je trouve que c'est une méthode hyper intéressante que moi j'utilise beaucoup en première draft, premier essai pour gagner un peu de temps pour prototyper des choses très simples, mais c'est vrai que c'est rare en tout cas qu'on conserve ça jusqu'au bout, jusqu'à la livraison. Et là, ce que semble nous dire le CEO de Linear, c'est que eux, c'est vraiment la méthode qui pousse de bout en bout. Et donc c'est intéressant de se dire à quoi ça sert d'étendre ce truc plus loin, et de se dire en fait c'est ok que dans nos livrables on ait des screenshots qui soient là en fond sur une partie de l'écran qu'on livre. Alors ça a clairement des avantages, clairement c'est un gain de temps hyper fort sur une tâche qui a pas forcément de valeur. Retrouver le fichier de design initial ou recréer une interface qu'on a screenshotée, c'est un gain aussi de fidélité. Ça nous assure que en fait on se base vraiment sur l'existant et pas sur une version idéalisée de l'existant qui, si ça se trouve, n'existe pas. Et ça apporte aussi une obligation d'avoir un site en production extrêmement qualitatif. Parce qu'en fait, si la Q&A a pas été bien fait, si ça a pas été bien mis en production en respectant le design initial, on n'est pas en train de faire comme si de rien n'était et de continuer avec le design tout beau, tout parfait. On est vraiment en train de dire, ok, on a laissé passer ça à tel moment, il va falloir soit qu'on y remédie cette fois-ci, en tout cas, qu'on fasse avec ce qu'on a laissé. Et donc, ça apporte une certaine conscience de
toutes les choses qu'on décide de ne pas faire jusqu'au bout dans le passé, en fait ça a un impact et on va pas l'ignorer, on va pas faire comme si de rien n'était. Donc là-dessus c'est hyper intéressant. Par contre, bien sûr derrière ça vient avec des limitations. Déjà le besoin que la prod soit à jour, parce que si on commence à travailler sur des choses qui en fait sont en train d'être retravaillées actuellement, et du coup nos screenshots ne sont plus cohérents, on vient créer des super incohérences dans nos fichiers de design. Et il y a également besoin que la prod soit facilement accessible. Là ça marche bien sur un outil ticketing. Typiquement, si on est dans un environnement bancaire, par exemple, sur la simulation de prêt, c'est des sujets sur lesquels j'ai travaillé, c'est pas toujours évident d'aller dans la prod jusqu'à l'écran spécifique qu'on recherche pour venir le screenshot. Parce qu'il y a plein de paramètres, faut avoir configuré un compte, faut avoir configuré plein de choses, et donc c'est pas toujours évident. Donc elle peut être un petit peu difficile à appliquer cette méthode, mais en tout cas je trouve que c'est un bon rappel du fait de... En fait, qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on design une nouvelle expérience, quand on design une nouvelle feature? Est-ce qu'on cherche à avoir un livrable parfait dans les guidelines de Figma? Ou est-ce qu'on recherche un livrable efficace qui va droit au but et qui permet de livrer une nouvelle feature le plus rapidement possible de la meilleure qualité? Et clairement, avoir un screenshot qui traîne, c'est pas forcément quelque chose qui va vraiment dégrader la qualité de l'expérience finale qu'on va livrer aux utilisateurs. Le second principe, c'est on a un design system simple avec principalement des couleurs, des styles de texte et quelques composants de base. Le reste peut être copié ou reproduit. Alors ça aussi c'est hyper intéressant parce qu'on est plutôt dans une tendance du full design system, hyper poussé, hyper complet, qui va servir de référence à toute l'équipe. Et là on est un petit peu dans l'aspect contraire, c'est non, nous on est resté très basique, en fait on vient apporter le minimum, couleur, style de texte, quelques composants de base, probablement, des boutons, des éléments de navigation, 2-3 choses comme ça. Et en fait, après, on fait confiance aux designers de l'équipe pour reproduire, recopier les patterns qu'ils ont vus ailleurs, qui sont accessibles dans l'app. Alors ça, bien évidemment, c'est intéressant, parce que ça fait un gain de flexibilité. Il n'y a pas besoin de consacrer du temps au design system, de s'assurer qu'il soit à jour, de s'assurer qu'il soit documenté, de s'assurer que tout le monde a bien pris connaissance des dernières mises à jour de ce design system. Donc c'est forcément un gain de flexibilité là-dessus. Par contre, ça requiert une vraie volonté de l'ensemble des membres de l'équipe design. Déjà une volonté de consistance initiale, et une volonté de faire cet effort de se renseigner sur qu'est-ce qui a vraiment été produit par les autres, à quoi ça ressemble, pourquoi il a utilisé ce pattern à tel endroit, et de se poser toutes ces questions qui vont leur permettre de réutiliser les patterns à chaque fois. Donc il y a une vraie volonté de consistance et de confiance au sein de l'équipe pour que ce genre de système puisse marcher. Également, je pense qu'il y a une limite de taille d'équipe. Sur une grosse équipe de plus de 10 designers par exemple, ça paraît très difficile de croire que tout le monde va s'aligner un petit peu magiquement par le biais de la consistance et de la confiance, mais ça pousse à cette réflexion de se dire quel est le bon équilibre selon la taille de mon équipe. Et est-ce qu'en fait investir tout le temps qu'on investit dans le design system, c'est un vrai gain de temps, ou c'est un gain de temps sur le papier, mais qui techniquement dans la réalité ne s'applique pas. Et ça c'est une question que je vois revenir même à mon avis dans des plutôt grosses équipes. C'est cette question de tout le monde est là à promettre que le design system ça va être un gros gain de temps, ça va être quelque chose d'important, et puis c'est des choses qui se prolongent sur le temps, qui finissent par avoir des problèmes, qui ont toujours du retard, qui finissent par être un goulot d'étranglement. Et donc, quelles vont être nos ambitions par rapport à ça? Quel est le moyen qu'on va donner, et donc à quel point on va l'ajuster? Ça peut être en se disant comme linéaire, en effet en fait on n'a pas vraiment de design system, on a un espèce de UI kit de base et ensuite on fait confiance au designer. Ça peut être en se disant ok en fait on va avoir un design system mais il va être hyper collaboratif et c'est pas grave si on a des composants qui se concurrencent un petit peu parce qu'ils ont été créés par des équipes différentes qui avaient pas bien fait gaffe, et on est ok avec ça. Et donc c'est en effet peut-être lâcher un peu plus prise sur cette espèce de design system qui devient un livre d'or, un guidebook hyper important, hyper rigide, et trouver ce bon niveau de flexibilité. Donc pour moi ça peut complètement marcher sur des équipes qui ont vraiment une grosse maturité sur la constance, une vraie curiosité de ce que font le reste de l'équipe. Et forcément faut l'adapter chacun à son contexte. Alors le troisième, toujours vraiment dans cette façon de travailler, le troisième principe est le suivant. On a un fichier de design par trimestre, chaque designer crée une page pour chacun de ses projets. Entre parenthèses, c'est plus simple de voir ce que les autres font.
Alors là, clairement, on est dans l'organisation Figma, dans leur cas, parce qu'ils travaillent sur Figma, est complètement inhabituel, hein. On est beaucoup sur des fonctionnements par projet, par ticket, par designer, à minima, par scope du produit. Mais c'est assez rare qu'on voit des organisations où un fichier correspond à un trimestre. Pour avoir testé plein de méthodes d'organisation et avoir travaillé là-dessus en tant que designer, ça paye fit, hein. Clairement, aucune n'est parfaite parce que les projets des équipes sont différentes, parce que la façon de réfléchir de chacun est différente. Là, ce que je vois à cette méthode, c'est en effet, on a une simplicité de lecture et surtout une vision très concrète des accomplissements. Hein, si on voit ce qu'on a réalisé ce trimestre, en fait, c'est très simple. Tu vas dans ce fichier-là et tu vois ce que tout le monde a produit, qu'est-ce qui a été en prod, qu'est-ce qui n'y a pas été. Donc pour cet aspect-là, c'est peut-être celui que je trouve le plus intéressant dans ce type d'organisation. Pour autant, on a quand même un gros problème de scalabilité, hein. Dès qu'on a un peu beaucoup de designers, ça devient compliqué. Et puis on a une perte de connaissances absolue. Retrouver qu'est-ce qui a été fait sur telle partie de l'interface, si on a juste des fichiers par trimestre, c'est à peu près impossible. Et ça veut dire aussi comment on va gérer le passage d'un trimestre à un autre, comment on va gérer les projets qui passent d'un designer à un autre. Il y a clairement plein de problématiques. Je pense que ça peut vraiment marcher, mais là sur des équipes relativement réduites. Mais il y a peut-être des façons par contre d'adapter cette méthode-là à des équipes beaucoup plus grosses, où en fait on va focus, et c'est un petit peu la conclusion, hein, que je tire moi de tous ces principes-là, c'est qu'on a un focus sur qu'est-ce qu'on produit. À la fin, qu'est-ce qu'on a sorti, qu'est-ce qu'on a délivré. Ça veut dire, en fait, ce qu'on a délivré, c'est ce qui est dans l'app, donc on va screenshot l'app pour continuer à designer. En fait, le design system, c'est juste un outil pour designer plus vite, donc on va aller plus vite, et tant pis, si c'est pas parfait, on va faire confiance aux gens de voir ce qu'ils font à côté, et on va leur permettre de voir ça à travers ce fichier de design sur lequel tout le monde travaille en parallèle. Et enfin, ce fichier de design, c'est là où on voit tous nos accomplissements. Et donc, si on n'a pas accompli, en fait, on s'en rend compte directement dans ce fichier design qui fait presque un fichier de suivi de projet aussi et de métriques de productivité. Donc c'est voilà, c'est pareil, une bonne piste de réflexion, et c'est pour ça que ça valait le coup qu'on en parle dans ce podcast. Les deux conseils suivants, on va être beaucoup plus concis, parce que pour moi c'est les moins intéressants, en tout cas les deux principes suivants. Le quatrième principe, c'est donc nommer les calques, utiliser l'auto-layout, utiliser les composants. C'est au designer de décider s'il veut les utiliser ou non. Bon, je suis tout à fait d'accord globalement avec ce conseil-là, hein. L'objectif, c'est de délivrer bien aux équipes tech. Si le résultat en prod final est là et good et que tout le monde est content, tant mieux. Donc voilà. En fait, tant que le process de hand-off avec les équipes tech, avec les PM se passe bien, c'est pas grave s'il n'y a pas d'auto-layout, s'il n'y a pas de noming de calque. Mais par contre, si ça vient gêner la collaboration, là, dans ce cas-là, peut-être qu'il faut venir pousser ça. On a clairement, quand on force personne à utiliser des contraintes de rangement, on s'assure qu'il n'y ait pas de perte de temps inutile, qu'on va pas perdre aussi du temps, de l'énergie à lutter pour, en soi, des futilités qui sont vraiment de l'organisation de fichiers. Et voilà. Vraiment, tant qu'on est sur une qualité de livrable suffisante pour toutes les parties prenantes, pour moi, c'est all good, et voilà, il n'y a pas tellement à discuter sur ce principe-là. Le cinquième principe, un petit peu dans la même veine, utiliser des prototypes si besoin de montrer un flow ou une interaction. Ouais, clairement, ça sert à ça. Rien de plus à dire, je pense que à peu près toutes les équipes design sont alignées là-dessus. Et enfin, le sixième principe, qui lui vient un peu clôturer un peu le point d'orgue de ces 5 autres principes, c'est le suivant, je vous le cite. Une fois que le design est suffisamment bon, nous commençons à construire et le design n'est plus qu'une référence. Le véritable design est à nouveau l'application et le processus recommence. Vraiment. En fait, ce principe-là, c'est celui qui rend les 3 premiers principes, notamment faisables, applicables. C'est de se dire, en fait, on a un livrable design, mais c'est pas vraiment un livrable design. On s'en fout. C'est juste une étape de transition avant que le design devienne incarné dans l'application. Et finalement, l'application est le design. Et ce qui a tout un sens, hein. On a tendance à le séparer parce que c'est rarement les mêmes équipes qui designent et développent. Et donc ça permet de se dire, nous on a fait un truc propre, maintenant c'est plus notre problème. Ce qui est pas la vérité, parce que notre problème, et en tout cas ce qui doit nous coller au cœur en tant que designer, c'est le fait que le end user ait une bonne expérience, pas que nous on ait livré un truc qui sur les maquettes était joli.
On veut que ce soit appliqué dans la réalité. Et donc ça permet aussi de donner cet ownership. En fait, oui, on est honneur de livrer une bonne expérience à la fin, parce que c'est là-dessus qu'on va construire, et pas juste mentalement, mais vraiment littéralement. Vu qu'on va venir screenshot ça après, c'est là-dessus qu'on va venir construire. Donc si on a de la dette là-dessus, bah il faudra la réparer dans un suivant projet, il faudra revenir améliorer ces choses-là. Et en fait, on va revenir se baser là-dessus directement, et pas sur nos tout beaux fichiers de design qui n'avaient aucun problème. Donc ouais, lui il est intéressant, il pousse à avoir une production de haute qualité, et finalement le design qui est 100% toujours à jour, hein, vu qu'on regarde que la prod. Le seul petit problème, le petit hic qui peut venir se glisser là-dedans, c'est si on a un délai important entre la livraison du design et la mise en production de la feature, de la chose qui avait été designée en contexte, parce que ça veut dire que quand on recommence le processus, on est obligé entre guillemets d'attendre que ce soit en prod. Sur des équipes relativement flexibles, ça va pas poser trop de problèmes. Dans des grosses boîtes, ça peut être un petit peu plus compliqué quand il y a des roadmaps avec beaucoup de choses à mettre en parallèle, voilà, et à mitiger. Mais voilà, c'est vraiment un ensemble tout ça. Et l'avis général que je voulais vous partager sur ces 6 principes, c'est que je trouve que c'est une méthode extrêmement pragmatique et qui correspond bien à Linear finalement. Le but c'est de délivrer, ce qu'on regarde c'est ce qui a été délivré uniquement. Et en fait, ça va être la base de notre process, parce qu'on va commencer sur les screens de ce qui a été délivré. C'est clairement une approche séduisante et peut-être efficace. Je serais ravi de la tester. Mais en tout cas, ces 6 principes, c'est un ensemble. On peut pas se dire, en fait, tous nos designs ils vont commencer en screenshot en lap, si derrière, on n'a pas une qualité d'exécution importante, si on n'a pas un ownership important de ce qui va être délivré là-dessus, si on n'a pas cet intérêt profond pour la livraison en prod du code. Donc, on peut pas dire juste, je vais adopter ce principe-là parce que je l'aime bien. Ça risque de foirer s'il manque le reste. Mais ça pousse à une réflexion et peut-être, je l'espère, à des actes concrets sur, mais en fait, dès qu'on va designer, on doit réorienter notre focus, notre réflexion sur la prod. C'est ça qui compte à la fin. Qu'est-ce qui va être dans les mains de l'utilisateur ? Pas qu'est-ce qui va être quand on va faire tester le prototype hyper complet, etc. Non, qu'est-ce qui va vraiment être dans les mains de l'utilisateur à la fin. Donc, je serais ravi si certains ont expérimenté de mettre en place ces principes hyper forts dans vos entreprises, d'en savoir un petit peu plus. Pour moi, les 2 grosses limitations, c'est la taille de l'équipe. Plus ça va être gros, plus ça va être compliqué. La confiance au sein de l'équipe, bien évidemment. Il y a besoin vraiment d'avoir une implication de tout le monde, une volonté de tout le monde de faire extrêmement bien pour que ça fonctionne. Et le petit bonus qui va avec, c'est que je pense que ça marche beaucoup mieux sur un produit où les équipes utilisent ce produit de manière extrêmement régulière. Parce qu'en fait, tu as besoin de bien le connaître, notamment pour pas avoir de design system et pour designer de manière consistante. Tu as besoin de bien connaître ton produit aussi, pour savoir comment tu vas accéder à tel flow, à telle partie, même si ça ne te concerne pas directement. Tu vas avoir besoin de bien connaître ton produit pour avoir cette attention hyper forte aux détails de la prod réelle, qu'est-ce que ça donne. Si tu n'utilises pas ton produit de manière régulière, ça va être beaucoup plus difficile d'avoir cette attention à la production. Parce que tout simplement, tu n'utilises pas la production. Donc voilà, c'est des principes qui peuvent marcher dans ces cadres-là. Mais il faut bien sûr l'ajuster chacun à son contexte. Voilà. En conclusion, je pense qu'à l'usage, ça peut être hyper intéressant pour des solopreneurs ou des petites structures. Ça peut être hyper puissant, vraiment pour focus l'énergie sur l'important, la livraison. Sur des équipes de plus de 5 à 6 personnes, ça risque de demander des adaptations, peut-être plusieurs fichiers, peut-être un design system un peu plus solide, peut-être très collaboratif pour garder cet esprit-là, mais un poil plus structuré. Et sur des équipes de plus de 10 personnes, là, je pense qu'il y a vraiment du risque à adopter ce genre de méthodologie-là. Et donc, faites gaffe si vous lancez là-dedans.
En tout cas, moi c'est des principes qui m'ont bien fait réfléchir, j'espère que ce sera le cas également pour vous et que ça vous poussera à de nouvelles réflexions. Si c'est le cas, pensez à vous abonner au podcast pour de nombreux épisodes qui vont arriver avec plein de sujets que je kiffe autant que celui d'aujourd'hui, et vous pouvez bien sûr mettre un 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast, sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça permet de mieux référencer le podcast, ça permet aussi de me motiver à faire d'autres épisodes, parce que là on est à plus de 300 épisodes, tout ça c'est du temps, c'est de l'investissement, c'est toujours un plaisir, mais voilà, quand j'ai un petit boost de votre part, c'est extrêmement cool, donc n'hésitez pas, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Parlons design, parlons design, parlons design.